cher Dominique. Donc, le livre que je vais présenter, vous le connaissez, donc, Critique de la finance capitaliste. C'est un plaidoyer pour une autre finance de type solidaire et donc en fait non lucrative. Et donc, sachant que, alors de ce point de vue, bien sûr, l'analyse que je vais présenter est une analyse anticapitaliste, pas simplement antilibérale, mais anticapitaliste, sachant bien sûr qu'il y a des étapes pour y parvenir et qu'on ne va pas sauter à pieds joints du système que l'on connaît aujourd'hui, qui est un système financiarisé, un capitalisme financiarisé, vers une société socialiste communiste. Alors on sait qu'il y aura bien sûr des obstacles, des forces à combattre, des classes sociales qui ne vont rien lâcher, bien sûr, mais je vais essayer de me concentrer pour l'essentiel sur le projet économique et financier à mettre en œuvre, c'est-à-dire en fait un projet qui soit le plus audible et le plus opératoire possible. Alors pour moi, bien sûr, Marx est un acquis, c'est sûr, et s'il fallait chercher du côté des modèles politiques en lutte, j'irais regarder aussi du côté des conseils ouvriers, en particulier de leurs théoriciens. Je pense en particulier à Paul Matic, à Anton Pankow ou à Karl Korsch. Donc cela dit, l'époque a changé et un certain vocabulaire aujourd'hui est daté et à mon avis demande un petit peu à être précisé et actualisé. En particulier la propriété collective des moyens de production, qui est un projet tout à fait louable, mais il faudra effectivement préciser quelles en sont ces formes juridiques et quelles sont les alternatives, par exemple comptables, à la rentabilité et effectivement au profit en tant que tel. Donc mon objectif est de montrer qu'une maîtrise collective du financement et donc de l'investissement doit être associée à l'ensemble des processus donc, de production. Pourquoi? Pour éviter en particulier toutes les formes d'exploitation du travail et de domination dans le travail. Donc aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est l'éclatement du travail et de la production. On sait bien qu'il est préférable malgré tout quand même de consommer ce que l'on produit et de produire ce que l'on consomme, d'où la relocalisation de la production qui s'imposera d'une manière ou d'une autre, et si nécessaire bien sûr également la mise en place de monnaies sociales de type complémentaire en tant que telles qui s'inscrivent totalement dans ce qu'on appelle la finance solidaire. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est ces monnaies sociales? Il s'agit effectivement de monnaies fondantes qui ne peuvent pas être un moyen de thésaurisation, mais qui doivent obligatoirement effectivement circuler. Et donc accompagner une production véritable de biens et de services. Donc en dernière analyse, aussi bien pour ce qui concerne la finance que la production, il s'agit de socialiser et de mutualiser la valeur ajoutée, et de libérer le marché de la marchandise capitaliste en tant que telle. Et donc c'est l'idée d'une copropriété d'usage au sens où l'emploie ici notre ami Bernard Friot, dans laquelle les travailleurs peuvent maîtriser l'outil de travail, et quand on dit outil de travail, bien entendu, ça s'entend au sens large, c'est-à-dire les entreprises, les banques, les universités ou les organismes, par exemple, de santé. Autrement dit, il en va de notre capacité à décider collectivement du travail, de la production et bien sûr de la redistribution des richesses. Alors, vous savez bien sûr, le système qui prévaut aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était durant les 30 Glorieuses. Par quoi se caractérise-t-il? Il y a plusieurs formes, sachant qu'il y a bien entendu plusieurs formes de capitalisme. Alors, le capitalisme des 30 Glorieuses est un capitalisme qui produisait des richesses, dans le cadre de modes d'accumulation qui fonctionnaient bien entendu par des possessions, mais qui permettait un certain développement, une certaine croissance en tant que telle, et donc qui a permis une certaine expansion sur une base effectivement marchande. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Le type de mondialisation qu'on connaît, il se caractérise par plusieurs choses. Il se caractérise par une déréglementation complète du commerce des biens et des services, c'est-à-dire un libre-échange généralisé. Et donc là, il ne s'agit pas, effectivement, quand on dit libre-échange généralisé, il ne s'agit pas d'une mise en concurrence d'entreprises en tant que telles, mais de systèmes sociaux et fiscaux différents, donc, et on joue bien entendu, on peut jouer sur le coût du travail qui peut être 30 fois moins cher ailleurs en tant que tel, et donc vous voyez bien que les termes de l'échange sont évidemment complètement faussés. Premier point. Deuxième point, c'est également une libéralisation des mouvements de capitaux, c'est la libéralisation financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux de change et les taux d'intérêt sont dorénavant fixés par les marchés, ne sont plus fixés par les États en tant que tels. Et donc ça veut dire que, par définition, le capital peut aller s'investir là où il le souhaite, là où c'est le plus rentable immédiatement pour lui, sachant que les taux de rentabilité sont aujourd'hui positionnés à 15-20% en tant que tel, alors que durant les 30 Glorieuses, on avait des taux de rentabilité à 3, 4, 5%. Et puis, ce qui nous caractérise, bien sûr, c'est ce qui caractérise l'Europe en tant que telle, c'est une monnaie unique et une banque centrale indépendante en tant que telle, indépendante certes du politique, mais pas indépendante des marchés. Alors,
lorsque je parle de la déréglementation du commerce des biens et des services, ce libre-échange et cette déréglementation financière, il s'agit effectivement de... Elles ne sont pas tombées du ciel, elles ont été mises en place par des politiques publiques. Donc ça veut dire que ce qui a été construit d'une certaine manière aurait pu être construit d'une autre manière, ou pourrait être un jour reconstruit en vue de mettre en place une autre configuration. Effectivement, si on part du libre-échange en tant que tel, on conçoit tout à fait que le contraire du libre-échange, c'est par exemple le protectionnisme solidaire ou la possibilité de relocaliser les processus de production. Sur la libéralisation du mouvement des capitaux, si vous voulez, une autre manière de voir la chose serait effectivement un contrôle des capitaux et un contrôle d'échange, par définition. Ce qui ne changerait pas fondamentalement le cœur du problème, bien entendu, on va y venir. Et puis ce qui a été effectivement mis en place à partir des années 80, 90, 2000, c'est ce qu'on a appelé aussi la corporate governance, c'est-à-dire le gouvernement d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement d'entreprise? C'est un système où les détenteurs de capitaux prennent quasiment tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'on considère que les détenteurs de capitaux sont propriétaires des entreprises en tant que telles, alors que fondamentalement, ils sont propriétaires des titres de propriété, des actions ou des parts sociales, mais en aucun cas, bien entendu, des entreprises. Parce que s'ils étaient propriétaires des entreprises, c'est-à-dire de la structure productive, ils seraient également propriétaires des gens qui travaillent à l'intérieur, c'est-à-dire des salariés. Donc il y a une espèce de violence symbolique, de prise du pouvoir qui a été extraordinaire de ce point de vue. Alors sachant bien sûr que, vous savez, dans ce qu'on appelle la corporate governance, il y a l'usus, le fructus et l'habitus. L'usus, c'est le droit d'utiliser un bien. Fructus, c'est le droit d'en percevoir les fruits, bien entendu. Et l'abusus, c'est le droit de vendre le bien. Et donc les deux derniers, le fructus et l'abusus, appartiennent effectivement en tant que tels aux actionnaires et aux propriétaires. À partir de cette configuration, de cette nouvelle configuration mondiale, eh bien, on voit effectivement des réformistes, des approches réformistes de type de celle de Piketty, ont montré effectivement qu'il y avait une modération salariale, une forte part des dividendes qui sont distribués effectivement en tant que tels, et on le sait, la part des dividendes augmente beaucoup plus vite que celle des salaires. Alors la conséquence de tout ça, c'est quoi? Si vous voulez, c'est la montée d'un capital fictif, ce qu'avait déjà effectivement vu Marx à l'époque. Le capital fictif, il est constitué par une accumulation de droits de tirage sur les richesses à produire, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers l'endettement privé, les capitalisations boursières et les produits financiers. Et il y a donc, si vous voulez, une prétention de ce capital fictif à participer au partage d'une valeur non encore produite, qui sont bien sûr avec les titres juridiques d'un capital réel, et des bons à tirer sur une production qui est une production à venir, et qui donc peut être parfaitement hasardeuse. Et troisième point, il y a donc un écart de plus en plus élevé entre le montant des créances et la capacité effective du capital engagé dans la production à les honorer. Ce qui nous donne effectivement une possibilité effectivement des crises en tant que telles, une possibilité réelle des crises. Les nouveautés par rapport à ce qu'on connaissait pendant les 30 Glorieuses, c'est quoi? C'est aussi ce qu'on a appelé le trading, ce qu'on appelle toujours le trading à haute fréquence. C'est quoi le trading à haute fréquence? Ce sont des transactions donc, qui ont pour objet des opérations d'achat et de vente sur différents types d'actifs, que sont les actions, les obligations, les dérivés, tant que tels, pour des durées qui sont extrêmement courtes, qui vont de la milliseconde à la microseconde, etc. Et donc, vous avez des logiciels et des algorithmes qui offrent la possibilité de répondre de manière très brève et d'accaparer la majorité des ordres en bourse. Par conséquent, donc, en 2012, par exemple, ce trading à haute fréquence représentait entre 60 et 70% des échanges boursiers aux États-Unis. Et on sait que les filiales en tant que telles des grandes banques ont mis en place effectivement ce qu'on appelle des places de l'ombre, shadow bank, des marchés internes, avec transactions de gré à gré et bien sûr anonymat des investisseurs. Tout ceci effectivement n'existait pas il y a quelques années. Comment ça se concrétise? De la manière suivante, c'est que la bourse de Paris en tant que telle n'existe pas, elle n'existe plus. Elle n'existe plus physiquement. Elle a fusionné avec celle d'Amsterdam, de Lisbonne et de Bruxelles en 2000 pour former ce qu'on appelle Euronext. Et donc Euronext est ensuite associé avec le New York Stock Exchange en 2007 pour mettre en place ce qu'on appelle NYSE Euronext. Et donc les marchés sont dorénavant gérés par des plateformes informatiques qui sont installées à Basildon en Angleterre, en banlieue de Londres. Et Basildon, aujourd'hui, c'est un immense data center, un gigantesque entrepôt effectivement sécurisé qui héberge effectivement des plateformes correspondant à chaque marché, disons. Et donc, à partir de tout ça, à partir de ces nouvelles caractéristiques, de cette configuration, quel peut être l'objet de mon propos si je dois fixer un cadre général?
Eh bien, c'est d'abord refonder la finalité des entreprises et les droits issus de la propriété. Deuxièmement, socialiser les banques, réencastrer effectivement les marchés dans les cadres décidés collectivement pour dépasser le libre-échange par des zones de protection associées à de nouvelles zones de coopération et aller vers une monnaie commune européenne, mais aussi internationale, pour un autre système monétaire beaucoup plus solidaire. Donc je vais pas me centrer effectivement sur la finance solidaire en tant que telle, puisque dans mon livre, effectivement, je fais à la fois une critique de la finance solidaire, enfin je fais une critique de la finance capitaliste, je montre les conditions de possibilité de finance solidaire, mais je montre que ces conditions de possibilité sont bien plus larges qu'une attaque ou qu'une remise en cause de la monnaie en tant que telle. Donc l'enjeu en termes, c'est quoi? C'est effectivement de dépasser le capitalisme en supprimant le marché des capitaux et le marché du travail pour aller vers la propriété d'usage, donc de l'outil de travail et la maîtrise du financement de l'investissement. Je vous renvoie aux travaux de Bernard. Donc la question que je me pose en tant que sociologue, mais je ne suis pas que sociologue, c'est quand même quelles sont les règles, les dispositifs et les institutions qui donnent aux agents, aux collectifs et aux groupes la possibilité de construire des rapports sociaux susceptibles de s'émanciper de la domination du capital. Rapidement sur la finance solidaire quand même, parce que bon, c'est une partie de l'ouvrage. Cette finance solidaire elle remonte aux origines du mouvement coopératif au XIXe siècle. C'est le mutualisme, les associations ouvrières, les sociétés de secours mutuels, les coopératives et les idées d'altruisme, de solidarité et de socialisme. Les précurseurs de cette finance solidaire sont nombreux, vous en connaissez certains, vous connaissez certains noms d'entre eux qui sont restés célèbres dans l'histoire, Robert Owen, Charles Fourier, qui sont partie des utopistes, Pierre Leroux, Louis Blanc, qui eux sont des socialistes, Joseph Proudhon, qui va créer la première banque du peuple en tant que telle, et qui ne durera pas très longtemps. Il faut savoir, je ne sais pas si je le rappelle dans mon livre, mais c'est quelque chose quand même d'assez acquis, Marx lui-même n'est pas du tout opposé aux coopératives. Il faut quand même le savoir. Alors parfois, certains ont parfois des doutes, donc dans ces cas-là, je prévois toujours. Et voilà ce qu'il nous dit, Marx, dans la guerre civile en France en 71. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et une duperie, si elle doit évincer le système capitaliste, si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous son propre contrôle et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très possible communisme? Alors évidemment, Marx ne considère pas que de multiples expérimentations en tant que telles vont produire le socialisme, le communisme. Mais il montre que, effectivement, ça peut partir de là, et si on agit aussi à l'étage supérieur des structures, alors cette convergence entre le haut et le bas peut produire quelque chose de nouveau qui s'apparente donc et qui va même vers cette logique socialiste et communiste. Donc ce sont les tenants de l'économie sociale et solidaire au XIXe siècle, donc, qui d'ailleurs dès le début du XIXe posent la question de la propriété privée dans un monde où commence à se concentrer la richesse, après la Révolution française, la richesse appropriée par les classes possédantes que sont la bourgeoisie industrielle et la bourgeoisie financière. Alors bien sûr, il y a un échec de ce premier mouvement, puisque l'apogée de ce mouvement se situe entre 1820 et 1850. Et puis donc c'est l'échec de sa généralisation, en raison bien sûr de ses propres insuffisances internes, et puis des suites de la révolution de 1848, puisque vous le savez, à partir de 1848, il n'y a pas eu cette combinaison possible entre démocratie sociale, démocratie politique et démocratie économique. En revanche, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capitalisme l'a emporté. En revanche, vous avez les caisses du Crédit Mutuel Agricole qui sont créées dans les années 1850 par Frédéric Guillaume Raiffeisen, qui parviennent, elles, à s'implanter durablement. Et donc, sur un mode de fonctionnement spécifique, quel est ce mode de fonctionnement? Eh bien, c'est égalité dans la prise de décision, c'est-à-dire un homme égale une femme égale une voix, constitution d'un fonds de réserve inaliénable, interdiction de distribuer des dividendes, attribution des prêts aux seuls sociétaires et caractère effectivement gratuit et honorifique des fonctions d'administrateur. Il y a d'autres aspects, mais je vais me restreindre à rappeler celle-ci. Donc, quelle marge de manœuvre pour la finance solidaire? Eh bien, je dirais que la finance solidaire et l'économie sociale et solidaire, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles ont la capacité de croître dans les interstices jusqu'à maîtriser le système capitaliste par contagion et pour le remplacer?
Est-ce que la situation est plus propice aujourd'hui qu'au XIXe siècle, sachant que c'est la survie aujourd'hui de l'espèce qui est quand même en jeu? Et donc c'est toute la question de l'expérimentation sociale, de terrain au niveau micro, et ses rapports avec les tâches supérieures des structures. Le socialisme et le communisme, bien sûr, ce n'est pas des expérimentations locales, c'est un tout cohérent en tant que tel, et qui ne se résume pas à l'ensemble des parties. Donc cette finance solidaire, c'est une finance aujourd'hui qui est non lucrative. Elle comprend à la fois des relations monétaires, la construction de liens sociaux. Ce sont les agents emprunteurs qui décident de construire effectivement ces liens. Ils sont accompagnés et impliqués dans un processus qui est un processus global et actif. Elle gère uniquement de l'épargne à terme, c'est-à-dire de l'épargne bloquée et peu liquide. Et vous avez derrière tout ça la mobilisation de partenariats privés avec des banques, des entreprises privées et publiques qui confirment l'encastrement sociopolitique donc, et socio-économique de cette finance. Je résume très rapidement, dans ces formes de finance solidaire, vous avez les investissements solidaires dans les projets d'utilité sociale, c'est le prêt personnel, ce sont les prêts professionnels, les apports en capital, ce sont les produits de partage délivrés par les banques, les établissements financiers. Et donc les principales activités sont les activités de prêt, les activités d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, et puis les activités de garantie solidaire. Il y a deux sortes d'acteurs financiers solidaires. Vous avez les acteurs de terrain en tant que tels, les associations, les sociétés coopératives de capital risque ou financières, les clubs d'investisseurs. Vous avez les banques, assurances, mutuelles et sociétés de gestion qui assurent la gestion ou la commercialisation de produits solidaires et qui acheminent l'argent collecté vers les acteurs de terrain. Vous connaissez certainement un certain nombre d'entre eux. Quand on fait référence à la finance solidaire, c'est les Cigales, c'est les Garrigues, c'est des choses comme ça. C'est aussi effectivement des banques comme la NEF, comme le crédit coopératif. Ça, ce sont les vrais, si je puis dire. Il est clair que les autres banques en tant que telles, la banque populaire, etc., n'a plus rien à voir avec la banque coopérative en tant que telle. Les valeurs de ces coopératives ont été complètement dévoyées par ces grandes institutions qui sont devenues des grandes institutions capitalistes. Alors, je vous donnerai un exemple par exemple, de monnaie sociale ou locale, qui est une monnaie donc s'apparentant à de la finance solidaire. Un seul exemple, c'est, vous avez entendu effectivement parler certainement de ce qu'on appelait la Conjunto Palmeiras au Brésil. Pourquoi? Parce que c'était une favela dans laquelle une partie de la population a été expulsée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envie de mettre en place effectivement des grands hôtels de touristes, etc. Et donc ils ont pris cette population, ils l'ont déplacée ailleurs, dans des conditions qui étaient assez effroyables. Pas d'eau, bien sûr, pas d'électricité, des enfants effectivement qui n'avaient rien à manger, et avec à côté donc pas d'eau potable et tout le reste. Et donc des conditions assez effroyables. Et donc il fallait bien redémarrer à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà on a des prêtres et puis un certain nombre de personnes s'intéressant à ces problèmes ont vu que l'argent qui était, dès que les personnes avaient un tout petit peu d'argent, qu'est-ce qui se passait? Ben, elles allaient le dépenser ailleurs, à l'extérieur, si vous voulez, de ces favelas, de ce microcosme en tant que tel. Donc elles ont pensé mettre en place une monnaie sociale. Pourquoi? Eh bien pour faire redémarrer une économie locale. Et donc les habitants se sont battus depuis les années 70 pour de meilleures conditions de vie, en affrontant plusieurs choses, en affrontant la dictature, l'administration et les catastrophes climatiques en tant que telles, et les habitants sont parvenus donc à créer une monnaie locale qui est propre à la favela et qui a permis de relancer le commerce local. Grâce bien sûr en particulier à ce qu'on appelle les microcrédits et qui depuis cette époque-là, vous avez 46 banques communautaires qui ont vu le jour sur le modèle de celle de la Conjunto Palmeiras. Donc cette banque Palmas, elle est créée en 1998. Il s'agit d'une banque communautaire entièrement gérée par l'association des habitants de ce bidonville. Le Palmas, qui est une monnaie sociale, est accepté et reconnu par les producteurs, par les commerçants bien sûr et par les consommateurs locaux. Et la banque et la monnaie ont permis de créer plusieurs centaines d'entreprises, plus de 250 entreprises et 1800 emplois. Et donc l'effet multiplicateur du Palmas, qui est la monnaie locale, est de 25% plus haut que la monnaie nationale en tant que telle. Parce qu'effectivement, c'est une monnaie donc, qui circule, qui permet d'activer le processus de production de richesse. Et donc le développement du territoire... C'est juste local. C'est juste local.
C'est juste donc là, voilà, voilà, c'est juste local là-bas. Ceci dit, il y a eu d'autres expériences ailleurs dans d'autres pays, mais c'est la plus significative en termes, si vous voulez, d'abord d'expulsion, d'expropriation, de violence sociale qui a prévalu à un certain moment, et de possibilité ensuite de redéveloppement, de redémarrage de ces économies, donc fondées sur une logique solidaire et sur une logique de développement véritablement alternatif par rapport à ce qui prévalait alors. S'il n'y avait pas eu ça, si vous voulez, c'était véritablement une catastrophe qui s'annonçait. Donc une des questions qu'on peut poser, c'est la question suivante: si les dimensions solidaires, coopératives et humaines sont des valeurs qui sont unanimement reconnues, pourquoi l'économie dans son ensemble n'est-elle pas solidaire et humaine? Bon, vous imaginez bien qu'on sait que le capitalisme ne répond pas à ce genre de questions, mais si on regarde quelques grands auteurs qui sont reconnus dans le champ de notre discipline en sociologie, en économie, c'est la même chose. En économie, prenons Pareto ou prenons Max Weber en économie. Qu'est-ce que nous dit Max Weber? Il nous dit: le capitalisme a dissocié d'un côté l'action en finalité, selon laquelle, alors l'action en finalité, vous savez, c'est effectivement les buts et les moyens sont sélectionnés sur des critères d'efficacité. Et de l'autre, ça c'est le fameux compte en capital. Et de l'autre côté, l'action en valeur, c'est-à-dire l'éthique, les valeurs, les sentiments. Et donc on voit bien donc qu'il y a deux aspects. Et pour Weber, le capitalisme est une réussite parce qu'il est efficace. Mais forcément, derrière, il n'y a plus de valeur. Donc effectivement, le monde est désenchanté, comme il dit. Certes, il est désenchanté. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la morale et l'éthique deviendraient étrangères à l'ordre économique. Et vous avez quelques philosophes aujourd'hui qui nous disent ça. Ne vous attendez pas à des miracles du capitalisme, puisque de fait, il est même pas immoral, il est amoral, comme de Sponville et d'autres individus de ce type-là. Alors, si on veut caractériser effectivement ce capitalisme très rapidement, pour savoir éventuellement où porter les attaques, où porter la critique, où desserrer les contraintes, eh bien, je rappelle que l'accumulation du capital, c'est aussi une accumulation par dépossession de ceux et de celles, bien sûr, qui sont contraints à vendre leur force de travail, ça c'est un acquis en tant que tel. Mais comment se caractérise ce capitalisme? Il se caractérise d'abord par des rapports marchands, c'est-à-dire production, marchandises, etc., consommation, par des rapports monétaires et financiers, et par le rapport salarial, qui est un rapport capital-travail, derrière lequel vous avez des droits de propriété. Bon. Alors, vous pouvez certes remettre en question des rapports marchands, mais ça va être compliqué directement en tant que tel, si on ne fait que ça. Pourquoi? Parce qu'il est difficile aux gens de leur dire ne consommez pas ceci, ne consommez pas cela. Vous avez je veux dire, un rouleau compresseur qui va dans le sens du productivisme et de la marchandise, donc du consumérisme marchand. Vous avez aussi les rapports monétaires et financiers. Vous pouvez toujours taxer le capital, mais ce n'est pas en taxant le capital en tant que tel, comme le souhaitent les camarades de l'association ATTAC, que les choses vont être attaquées au cœur. Le cœur du système, il se situe au niveau du rapport salarial. Pourquoi? Ben parce que c'est le rapport salarial, le rapport capital-travail qui structure l'ensemble des rapports sociaux. D'où la nécessité de refonder en particulier, et je reviendrai dessus tout à l'heure, ce qu'on appelle l'entreprise. Pourquoi ce rapport salarial est problématique, y compris du point de vue même des libéraux? Parce que le rapport salarial, le rapport capital-travail, c'est un rapport d'abord de subordination, du travail donc à la société en tant que telle. Eh bien, comme l'ont dit certains, il est attentatoire à l'idée d'égalité des hommes en dignité. Alors même dans le libéralisme, on parle d'égalité, de dignité, de liberté d'entreprendre, etc., etc. Et comme par hasard, quand on arrive à l'économie et à l'entreprise, les choses s'arrêtent. C'est un rapport de domination, etc. Donc c'est bien un rapport qui, en tant que tel, donc un rapport de subordination du salarié vis-à-vis de l'entité juridique. Et donc la remise en question, par conséquent, du rapport salarial, c'est une des conditions pour produire mieux et détruire moins, donc nouvelle manière de produire et de consommer, une nouvelle valeur d'usage, etc., etc. Et donc ce nouveau modèle de développement, bien sûr, à mettre en place, il est indissociable de la recherche de notre régime de propriété, de notre type d'efficacité, plus sobre bien sûr, lié à des basses technologies et à une autre répartition des richesses que celle qui prévaut aujourd'hui. Basse technologie parce qu'on ne pourra pas continuer à fonder notre développement sur les technologies qui sont celles d'aujourd'hui, y compris tout ce qui, vous avez vu tout ce qu'il y a dans un téléphone portable. Là aussi c'est rigoureusement impossible de faire venir des matières premières, d'exploiter les pays du tiers-monde, etc., etc.
Donc le cœur, si vous voulez, de mon intervention, c'est celle-ci, c'est si on refonde le rapport capital-travail, c'est donc refonder l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire mettre en cohérence la finalité institutionnelle de l'entreprise avec de nouveaux outils comptables en tant que tel pour sortir de la logique du profit. Et ça, c'est une logique, si vous voulez, qui doit prévaloir et qui peut être compréhensible par le grand public. On peut toujours parler de l'appropriation collective de la même production, on le sent, on sait à peu près ce que ça veut dire. Mais ensuite, si vous voulez, il faut parler, je crois, il faut être audible. Et pour être audible, moi je m'y prends de la manière suivante, que ce soit à l'université ou ailleurs, je dis, voyez, quel est l'objectif, quelle est la finalité d'un hôpital? C'est de soigner les gens, ou de faire en sorte qu'ils soient en meilleure santé quand ils sortent que quand ils sont rentrés. Bon. Et donc là, tout le monde est à peu près d'accord. Sauf qu'il arrive un moment où les outils comptables qui vont être mis en place sont lesquels? La tarification à l'activité par groupe homogène de malades. Or, la tarification à l'activité par groupe homogène de malades va remettre en question la finalité institutionnelle qui avait été assignée à l'hôpital. Parce que vous faites rentrer à terme des critères de rentabilité qui vont percuter cette finalité en tant que telle de l'hôpital. C'est donc à peu près acquis, parce que ça c'est à peu près compréhensible, c'est clair, etc. C'est la même chose pour une université. Hein, si vous mettez des droits, si vous élevez les droits d'inscription à l'université, si vous faites en sorte d'imposer une sélection tous azimuts, on voit bien qu'à terme, c'est la logique même de l'université et de la transmission du savoir qui va être complètement bouleversée. L'université va être, comme à l'américaine, devenir payante, etc., etc. Et alors, les gens s'imaginent que bon, ça marche pour l'hôpital, ça marche pour l'université, mais pour l'entreprise, ce serait différent. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que une entreprise, son objectif, si vous la refondez, si vous en refondez les finalités, son objectif, c'est pas de faire du profit. L'objectif d'une entreprise, c'est d'abord de produire des biens et des services. La contrepartie économique de cette production est une grandeur économique qu'on appelle la valeur ajoutée, sur laquelle je reviendrai, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. D'où la nécessité, effectivement, de privilégier une logique économique centrée sur l'économie du travail mort, c'est-à-dire le capital matériel et le capital donc immatériel, pour financer le développement du travail vivant, à commencer par ce qu'on appelle les communs, ou ce qu'on veut, les services publics, etc., etc. Donc, vous avez pour imposer leur manière de voir, les capitalistes s'y prennent de plusieurs manières. Il y a la manière savante, la manière universitaire. C'est celle-ci, effectivement, sur laquelle je vais m'attarder quelques secondes. Ils développent une théorie, vous avez un prix Nobel, par exemple, vous savez que le prix Nobel Jean Tirole, néoclassique, il a eu à partir de quoi? À partir de ses travaux, et travaux qui s'inscrivent dans cette logique donc libérale, théorie néoclassique, et qui sont dominants. Hein. Ce sont des travaux qu'on voit partout et que les économistes traditionnels développent en permanence à travers leurs catégories. Cette théorie, la théorie dominante, c'est la théorie de l'agence. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la théorie de l'agence? Elle nous dit, l'identité de la personne morale, c'est celle du groupement des investisseurs, portée par des associés ou des actionnaires, ayant pour moyen la firme, pour perspective le profit qu'ils espèrent se partager, et pour état comptable, un compte de résultat et un bilan d'investisseur. Bon. À partir du moment où ça, vous le reprenez tel quel, vous dites, ouais, ben d'accord, c'est pas important, etc. Ça y est, c'est fini. Le système est verrouillé. Parce que c'est cette logique qui prévaut. Et si vous n'attaquez pas la racine, je dis racine intellectuelle et à la fois politique, je veux dire, là on n'est pas dans la rue, on est sur des objets intellectuels. Il faut aussi attaquer les représentations intellectuelles. Parce que derrière tout le reste, ce sont d'abord des concepts et des modèles qui fonctionnent. Et donc, cette approche conduit à quoi? À la situation économique, effectivement, qui donne aujourd'hui tous les pouvoirs aux détenteurs de capitaux, à la recherche d'un optimum financier. Et donc, de ce point de vue, l'entreprise, comme structure productive, n'existe pas. C'est-à-dire, vous parlez de l'entreprise, mais derrière ça, en fait, quand vous parlez d'entreprise, vous parlez en fait de la société de capitaux, derrière lequel se trouvent les actionnaires et les propriétaires, avec tous les outils comptables qui vont avec. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous n'avez que des investisseurs et que vous n'avez plus d'entrepreneurs en tant que tel. C'est-à-dire que si vous avez des entrepreneurs qui peuvent exercer à travers, bon, sauf dans les coopératives de production, bien sûr, là on a des véritables, on peut avoir des entrepreneurs. Mais dans la logique traditionnelle, vous n'avez que des investisseurs, parce que tout est vu du point de vue donc des détenteurs de capitaux. Donc qu'est-ce qu'une entreprise en tant que telle? Parfois les gens se disent, ouais, est-ce que c'est si important que ça? Ben oui, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'une entreprise en tant que telle? Une entreprise, c'est plusieurs choses. C'est une société au sens de personnalité morale, c'est-à-dire c'est une fiction juridique. Et quel que soit le système dans lequel on va se trouver un jour,
faisons l'hypothèse qu'on arrive à un système communiste. Il faudra toujours le définir, y compris juridiquement, même si les catégories juridiques ne sont pas les mêmes que celles qui prévalent aujourd'hui. Il y aura toujours du juridique. Penser qu'on va sauter à pieds joints vers autre chose, où il n'y aura plus de juridique, plus de monnaie, etc., c'est du doux rêve. Hein. C'est donc une société, mais ce n'est pas que ça. C'est une structure productive au sens, effectivement, d'organisation. Et puis c'est un univers social, en tant que tel, qui a sa propre histoire. C'est comme disent les gens qui travaillent à l'intérieur, c'est la maison, c'est la boîte, etc. C'est tout ça. Bon. Il est clair que quand on travaille pour un salarié, par exemple, c'est un exemple, mais vous travaillez à la librairie Tropique, c'est pas la même chose du tout que de travailler à la FNAC, par exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je confirme. Voilà. Donc faire exister l'entreprise, c'est quoi? Mais par convention, au sens où je l'entends, l'identité de la personne morale, c'est celle d'un entrepreneur fictif. Ayant quoi comme perspective? La production de biens et de services, je l'ai dit. Deuxièmement, pour moyen, la structure qui réalise effectivement cette production. Troisièmement, pour objectif, la valeur ajoutée, qui est le revenu qui est créé par l'entreprise. Et donc, pour état comptable, vous avez un compte de valeur ajoutée et un bilan d'entrepreneur. Et à partir de ce moment-là, on y reviendra, mais vous pouvez internaliser des questions qui, jusque-là, ont été externalisées. C'est-à-dire que vous rejetez, vous polluez pour l'extérieur, vous licenciez, etc. Donc, alors, bon, je vous ai porté des petits documents que je vais vous distribuer, j'en ai une vingtaine, je crois que ça ira avec, certains le connaissent, mais c'est par exemple des outils qui ont été, voilà, c'est sorti d'un journal que vous connaissez, voilà, et donc ce sont par exemple aujourd'hui, toi Bernard tu ne l'avais pas, voilà. Donc c'est une entreprise, mais alors, je vous demande de me faire confiance, je vous donne un exemple ici parce que celui-là est clair, et pour une fois la journaliste a très bien compris. Elle montre qu'en utilisant cette méthode de valeur ajoutée, ça permet de repositionner une entreprise sur des sentiers de développement, en partant de la valeur ajoutée. Ça veut dire, évidemment, c'est plus compliqué que ça, c'est en revoyant aussi toutes les formes de productivité qui prévalent aujourd'hui. C'est-à-dire que la productivité aujourd'hui, moi quand je vais dans une entreprise, je leur demande, ok, avec mon ami Paul-Louis Brodier, on leur demande comment vous calculez votre productivité. En fait, la productivité, comment il la calcule? Chiffre d'affaires sur effectif. Ouais. Donc, si vous commencez par une méthode de ce type-là, chiffre d'affaires sur effectif, eh bien, comment vous faites pour augmenter votre productivité? C'est compliqué d'augmenter le chiffre d'affaires, vous réduisez les effectifs. Or, la productivité peut se mesurer de manière bien plus intelligente que celle-là. La productivité, c'est le rapport entre une production et les ressources qui sont mises en œuvre pour parvenir à cette production. Donc, au dénominateur, vous avez le capital et le travail, pas simplement le travail. Bon. Et tout est pareil, c'est la même chose pour la compétitivité, etc. etc. Et donc, en utilisant ce genre de méthode, eh bien, effectivement, vous repositionnez donc les entreprises sur des sentiers de développement, et donc elles sortent quasiment du rouge. Hein. Alors évidemment, quand tout est joué, c'est fini. Hein, bon. Mais effectivement, quand il est possible de les prendre et quand, hein, alors ça permet effectivement de réimpliquer les individus, parce que vous ne pourrez jamais impliquer ou faire collaborer l'ensemble effectivement des associés dans une entreprise. Comme d'un coopératif, ça va, parce que c'est un homme égale une voix, etc. Donc là, c'est plus simple. Mais dans une entreprise où ce n'est pas tout à fait le cas, vous n'allez pas les faire s'impliquer sur la recherche d'une stricte rentabilité financière. Ça ne marchera jamais, évidemment. Les salariés participeraient aux conditions de leur propre exploitation. En revanche, si vous leur dites, voilà, le revenu de l'entreprise, véritablement, c'est celui-ci, c'est quoi? Eh ben, c'est à la fois, alors, je vous l'ai dit, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires, c'est-à-dire c'est à la fois le véritable revenu de l'entreprise, la source des revenus des ayants droit entre lesquels la valeur ajoutée est répartie, et donc cette grandeur, c'est quoi? Cette grandeur économique est essentielle en tant que telle, puisqu'elle permet de financer les salaires du personnel, de rémunérer les intérêts des banques en tant que tel, les impôts, les taxes demandées par l'État, mais également d'assurer l'autofinancement, c'est-à-dire en fait l'amortissement plus la part réinvestie du résultat. C'est donc la valeur ajoutée qui permet de couvrir le coût global de la structure en tant que telle, qui est l'entreprise, c'est-à-dire le coût du travail et le coût du capital, alors que le profit, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, n'est qu'une toute petite partie de la valeur ajoutée. Voilà. Et on le voit bien dans l'exemple ici de distribueur. Voilà. Donc, ceci dit, Benoît Boritz qui est arrivé le sait très bien, donc dans les coopératives de production en tant que telles, eh bien, c'est cette logique-là qui quand même prévaut de fait. Bon. Donc, à partir de là, évidemment, ce sont les outils comptables. Pensez que on va attaquer à côté du capitalisme sans jamais se poser la question des outils comptables, mais c'est un leurre complet. Enfin, je peux vous garantir que là, c'est passer à côté du problème. Bon. On peut le démontrer. Alors déjà, l'avantage de ce genre de choses, c'est que déjà ça marche. Alors évidemment, moi j'ai accès aux PME. Quand les chefs d'entreprise, les syndicats,
veulent participer, veulent mettre en œuvre ce genre de choses. Je n'ai pas accès aux grandes entreprises capitalistes, qui, elles, m'écoutent poliment, mais qui ne rentreront jamais dans ce système-là, parce qu'elles sont, comment dirais-je, gérées au niveau international, et que c'est les outils comptables propres aux détenteurs de capitaux qui prévalent et qui ne pourront que prévaloir tant que cette logique continuera à subsister. À partir du moment où déjà vous avez posé comment dirais-je, cette affirmation, donc cette construction de nouveaux outils comptables, se pose bien entendu la question de l'organisation des pouvoirs en tant que tel. Bon. Et donc, en clarifiant les nouvelles finalités dont je viens de parler, on clarifie effectivement aussi une grille de lecture qui permet de changer les représentations. Et on dit quoi? On dit à partir de ce moment-là, la source du pouvoir ne peut plus provenir de la seule propriété des capitaux. À partir de ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un PDG, qu'est-ce qu'il fait quand il va? Il prend ses instructions directement du conseil d'administration et de tout ce qui dans le conseil d'administration l'amène en quelque sorte à gérer l'entreprise sur la base d'une rentabilité financière. À partir de ce moment-là, vous dites effectivement, alors, vous attaquez le droit, parce qu'on peut toujours attaquer la propriété, sauf que vous pouvez avoir autant de discours autant que vous voulez, là-dessus, il y en a qui seront pour, d'autres qui seront contre, etc. Bon. Donc il faut clarifier encore les enjeux. Le droit à la propriété sera difficile à remettre en question. On a le droit d'avoir sa voiture, sa maison, etc. Ce n'est pas un problème majeur. Qu'est-ce qui est un problème majeur? C'est le droit issu de la propriété qui donne à quelques-uns le droit de faire ce qu'ils veulent de la vie des gens. C'est-à-dire sur la restructuration des entreprises, sur les banques, etc. etc. C'est ça qui est problématique. Bon. Et donc, ce droit issu de la propriété, eh bien, qui confère à quelques acteurs privilégiés, les actionnaires bien sûr de contrôle, et puis tous ceux qui travaillent avec eux, eh bien, à partir de cette nouvelle manière de voir, effectivement, cette nouvelle manière de voir est remise en question dans les représentations. Et donc, on donne aux dirigeants les moyens de résister aux demandes des actionnaires en rétablissant des règles juridiques qui les obligent à prendre en compte les autres intérêts qui sont affectés par la prise de décision. C'est-à-dire que vous dites à ce moment-là, le PDG, quand il prend sa décision, il est obligé de la prendre, non pas simplement en fonction des seuls actionnaires, mais en fonction de l'ensemble des intérêts qui vont être affectés par sa prise de décision. Vous voyez l'idée? Et ça, évidemment, il n'y a que le législateur qui peut intervenir. Ça, c'est un enjeu politique. Les enjeux comptables, aussi, évidemment, pour les grandes entreprises, ce sera, ça relèvera également du juridique et du politique. Pour les PME, aujourd'hui, on peut déjà faire redémarrer ces entreprises sur cette base-là. Mais on ne change pas la nature du pouvoir, évidemment, du capitalisme, puisque le capitalisme, c'est surtout dans les grands groupes que cette logique prévaut. Mais si vous dites aujourd'hui, pourquoi, quand on avait des PDG, on avait le patron de Renault, disait, bah oui, mais moi, vous avez le pire, Jean-Marie Messier, dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est les actionnaires qui décident. Bien sûr, c'est les actionnaires qui décident, mais pourquoi ils décident, les actionnaires? Parce qu'ils décident parce que l'ordre politique les légitime dans leur prise de décision. Mais si vous dites, si vous changez cette logique-là, qui est une logique politique, vous dites, le PDG, c'est pas simplement en agissant en fonction des actionnaires, des propriétaires, c'est en agissant en fonction de l'ensemble des intérêts qui sont affectés par sa prise de décision. Et là, évidemment, ça commence à changer. Alors après, on peut aller plus loin. Il devait y avoir ce soir mes amis Pierre Nicolas, qui n'a pas pu venir, parce qu'il était dans une autre manifestation, et qui lui va qui prolonge ce genre de choses dans le cadre de la socialisation de la valeur et de la valeur ajoutée, et qui dit, voilà, pour prolonger tout ça, il faut attribuer des titres de propriété aux salariés des entreprises. Ça veut dire que pour s'attaquer progressivement à la propriété privée des moyens de production, qui est quand même la racine de l'exploitation des salariés, eh bien on attribue chaque année aux salariés des grandes sociétés des titres de propriété non rémunérés, correspondant effectivement à la part des capitaux propres générés par le travail, et l'attribution de droits de vote en tant que tel, correspondant au conseil d'administration. Ce sont des droits incessibles en tant que tel. Voilà. Et donc, à la différence des actions, ces titres de propriété sont incessibles, c'est-à-dire qu'ils sont attribués de manière indivisible au collectif de salariés, constituant une personne morale et non rémunérée. Vous voyez que là, effectivement, ça change. Parce que cette proposition, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? L'augmentation progressive du pourcentage de voix des salariés au conseil d'administration et la prise du contrôle progressif, effectivement, de la société par les salariés. Mais là, effectivement, à mon avis, il faut quand même un peu une nuit du 4 août, parce qu'on n'y est pas encore. Mais l'idée est là, et au moins, autant le savoir, etc. Mais tout doit se tenir. Les droits de propriété sont forcément connectés avec des outils comptables, avec une autre configuration des pouvoirs. Il faut tenir l'ensemble du dispositif, et pas simplement droit de propriété d'un côté, entreprise de l'autre, etc. C'est ce que j'essaie de montrer.
À partir de ce moment-là, vous avez une refondation de l'entreprise avec des clés de répartition et de nouveaux arbitrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette refondation, voire cette socialisation des entreprises, eh bien, elle donne à l'ensemble des agents la capacité de négocier le poids relatif d'objectifs économiques qui sont diversifiés. Là, on peut commencer à parler de la durabilité des produits et des procédés de l'organisation du travail, des conditions sociales et écologiques de la production, etc. Et également d'enjeux beaucoup plus politiques, puisque de nouvelles clés de répartition peuvent permettre d'opérer des arbitrages entre les objectifs qui peuvent apparaître comme étant parfois contradictoires. Ça veut dire accroissement de la rémunération des salariés, réduction des émissions de polluants ou de gaz à effet de serre, rythme d'utilisation des consommations, de matières premières non renouvelables, la durée du travail, etc. etc. Voilà, ça ce sont des aspects donc qui touchent plutôt, je dirais, le monde de la production en tant que tel. Il est clair que j'ai parlé de finances solidaires, donc de ce point de vue, la socialisation des banques est quelque chose de tout à fait essentiel. Bon, certains amis ont travaillé là-dessus, en particulier Frédéric Lordon, en montrant la nécessité de déprivatiser les banques, c'est-à-dire de les socialiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre en place un contrôle public local par les parties prenantes, que sont les salariés, les représentants des entreprises, les associations, les collectivités locales, les représentants de l'État, etc. Pourquoi faire? Pour suivre, pour orienter, pour valider et pour recadrer les stratégies bancaires en tant que telles. Et donc là, vous avez une remise en cause du suffrage censitaire, qui a proportionné jusqu'à ce jour la possibilité d'intervention des agents à leur seule capacité effectivement patrimoniale. C'était une action égale une voix. Donc vous avez 1 million d'actions, vous avez le nombre de voix que vous pouvez avoir. On n'est plus dans un homme égale une femme égale une voix. Donc évidemment, si on raisonne dans ces termes-là, on est dans une logique, on change de logique, et au libre-échange dont je parlais tout à l'heure, qui a été mis en place par des politiques publiques, on peut concevoir, là aussi sous la pression effectivement des masses ou de tout ce que vous voulez, des citoyens, des syndicats, des collectifs, etc. Le commerce international ne peut plus relever évidemment d'une guerre économique, mais beaucoup plus d'une coopération négociée. On rentre dans une autre logique, ce qui suppose d'explorer la voie d'une souveraineté démocratique qui passe par un protectionnisme raisonné, c'est-à-dire par une incitation à la convergence sociale, fiscale et écologique vers le haut, et par, je l'ai dit tout à l'heure, par une relocalisation des processus de production. Je ne vais pas être très long là-dessus, parce que Jacques Sapir en a parlé, et moi j'ai travaillé avec lui. C'est sur cette logique-là, et d'autres, Jean-Luc Gréau, Frédéric Lordon, un certain nombre d'entre eux, donc, plaident pour cette nouvelle logique. Et je dis bien protectionnisme solidaire et relocalisation des processus de production. Il ne s'agit pas d'un protectionnisme refermé sur soi-même, c'est-à-dire qu'il faut bien être sélectif dans le choix des échanges avec, en particulier, les pays en voie de développement. Socialiser le marché, ça veut dire quoi? Et là, je rejoins bien sûr tout ce que dit Bernard, c'est-à-dire que socialiser le marché, il faut s'entendre parce qu'on dit marché. Ce qu'il faudra supprimer, ce sera le marché des capitaux et bien sûr le marché du travail. Mais pas supprimer le marché des biens et des services. Ça, je ne vois pas comment on pourra faire. Alors, concevoir des formes d'émancipation dans le travail, dans l'entreprise et dans l'espace public, si vous voulez, ça implique non pas d'abolir le marché, mais de le socialiser, c'est-à-dire de le placer, de placer ces mécanismes sous le contrôle direct du démos, c'est-à-dire en fait donc du peuple citoyen, par le truchement de politiques économiques et par la société civile organisée. Et donc cette socialisation serait indissociable, bien entendu, d'un certain nombre d'innovations institutionnelles que sont les services publics, les banques démocratisées, on l'a dit, l'information complète et indépendante sur les qualités sociales et environnementales des produits, régulation transparente des coûts et des prix, ça veut dire tout ça, politique publique active en matière monétaire, fiscale, budgétaire et du crédit, coordination négociée des décisions d'investissement, planification écologique, nationale, mais aussi bien sûr sectorielle en tant que telle ou régionale. La question monétaire est une question importante, ça veut dire transformer l'euro, qui est une monnaie commune aujourd'hui en monnaie, qui est une monnaie unique en monnaie commune, à usage extérieur, c'est-à-dire que le taux de change serait effectivement révisé pour chaque pays, chaque année, la flexibilité du change se substituant bien sûr à l'austérité interne comme mode de gouvernement. J'insiste pas trop, si vous voulez, sur cette idée-là, parce qu'elle est quand même assez connue et d'autres la développent, mais c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui sur la loi travail, etc., les déterminants de cette loi travail sont beaucoup plus hauts, sont dans les verrouillages européens. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où les traités européens ne permettent plus de transfert d'un pays à un autre. Aux États-Unis, si la Floride est en difficulté, tout de suite, effectivement, l'État fédéral avance, finance. Bon. Au niveau européen, c'est plus le cas.
On est encore plus royaliste que le roi. Hein, c'est le marché qui prime, etc. Et donc il n'y a pas de transfert. Si vous n'avez plus de transfert, si vous ne pouvez plus, en quelque sorte, même faire les transferts, si vous ne pouvez plus régler la monnaie en tant que telle, si vous ne pouvez plus dévaluer, quel est le seul mécanisme d'ajustement? C'est le salaire. C'est le travail en tant que tel. Donc, il y a des déterminations qui nous conduisent à faire ça. Et il était prévisible que Hollande, un jour ou l'autre, ferait ce qu'il a fait. C'est-à-dire flexibilité et précariser le marché du travail. Bon. Donc la sortie de la monnaie unique, c'est une des conditions, bien sûr, pour combattre la déflation salariale qui pénalise l'ensemble de l'euro. Je ne reviens pas sur l'euro, pourquoi une monnaie commune n'a pas de sens. Parce que vous n'avez pas un peuple européen en tant que tel. Bon. Comment? Unique. Vous n'avez pas de peuple européen et donc, c'est absolument pas. En plus, c'est des problèmes de souveraineté, puisque ça a été capté au niveau européen par la Commission des communautés européennes et tout le reste. Et puis le Parlement est un Parlement un petit peu croupion. Donc une monnaie commune internationale, en vue d'impulser une politique de développement et d'assurer le financement de la transition écologique, une monnaie commune qui permettrait le lancement d'emprunts internationaux. Je ne vais pas être très long là-dessus, parce que ça c'est un peu pour le moment hors de portée, dans la mesure où, effectivement, on a du mal aujourd'hui, effectivement, à avoir prise là-dessus. Mais l'idée c'est ça, c'est la création. Alors, une monnaie commune permettrait quand même ce lancement d'emplois internationaux pour valoriser l'activité et l'emploi, mais aussi pour accroître, bien sûr, les recettes fiscales des finances de chaque pays. Création de monnaie régionale, ça aussi c'est une proposition de Jacques Sapir, non-intérêt dans la mondialisation financière, mais qui offrirait en quelque sorte un cadre institutionnel pour un objectif de plein emploi et non pas pour un objectif de libre-échange. Et bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, des monnaies sociales ou locales en tant que telles, qui correspondent à ce qu'on a dit tout à l'heure. Des monnaies en quelque sorte qui sont des monnaies fongibles, hein, qui ne permettent pas d'accumuler et qui permettent effectivement d'activer des processus donc de production et de circulation des marchandises en tant que telles. En finir, pardon, en finir avec la compétitivité, bien entendu, puisque le nouveau modèle de développement devra reposer beaucoup plus sur une coopération négociée, beaucoup plus que sur la notion de compétitivité au sens traditionnel du terme. Est-ce que ça veut dire que l'innovation en tant que telle sera terminée une fois pour toutes? Je n'y crois pas une seule seconde non plus. L'innovation bête et méchante qui aujourd'hui nous permet de faire des téléphones portables ou des tas de choses de ce type-là, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais l'innovation restera vitale, mais pourrait porter sur la qualité, la sobriété des procédés et des produits, ainsi que sur la qualité beaucoup plus des interactions sociales en tant que telles. Et non plus sur l'invention perpétuelle de nouveaux besoins et de nouveaux produits à obsolescence programmée. Et donc cette innovation ne sera pas fondée obligatoirement, ne devrait pas être fondée, si on met les choses en place, sur la concurrence, il n'a pas du gain, mais sur la recherche beaucoup plus de la concurrence et du prestige par exemple, du prestige symbolique. À partir de ce moment-là, le profit, il n'est plus un but en soi, mais simplement une simple contrainte d'équilibre. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus le profit en tant que tel, dans le cadre de marchés régulés démocratiquement et d'une planification, alors quand je dis de marché de biens et de services, régulés démocratiquement et d'une planification participative. Alors, on sait que permettre la planification, ce n'est pas toujours une garantie en tant que telle. Bon. Mais s'en remettre au marché, même l'américain Galbraith dit que s'en remettre au marché, ça signifie que l'intérêt général, l'intérêt de l'avenir, ne sera jamais servi. C'est-à-dire le marché est une condition effectivement nécessaire mais pas suffisante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une transformation, soit on joue sur une transformation du modèle au sens large, soit une transformation dans le modèle. Ça veut dire que les rapports sociaux locaux non capitalistes, dont j'ai parlé, et dont la finance solidaire est une des manières de les mettre en place. Eh bien, ces rapports sociaux locaux peuvent converger avec des remises en cause beaucoup plus larges, comme je dis, à l'étage supérieur des structures. Ça veut dire que ces convergences sont alors en mesure, si vous voulez, de produire un changement de modèle et pas simplement un changement dans le modèle. Pas la même chose. Et donc ces rapports de coopération de plus grande égalité, coopérative, finance solidaire, tout ce que dit Bernard effectivement sur cette propriété non lucrative, pourraient porter à ce moment-là des dynamiques de transformation radicale si effectivement ils sont relayés beaucoup plus haut. Alors, si on veut s'attaquer, je ne vais plus pour très longtemps, si on veut s'attaquer effectivement à ce qu'on voit aujourd'hui, donc il faut avoir un guide, il faut avoir une boussole, et j'en propose une, si vous voulez, qui a été construite par des amis de Toulouse, par Maryse et Gabriel Colettis,
cette grille s'appuie, si vous voulez, sur trois niveaux qui sont les représentations, les principes et les normes. Alors je vais essayer d'être clair. Si vous jouez sur les représentations, en tant que telles, vous pouvez, chacun a son idée de la justice sociale, de comment doit fonctionner une société. Ça, ce sont des débats, hein, des débats qu'on peut avoir dans des émissions de télévision, dans des choses comme ça. Et ensuite, effectivement, donc, vous avez ce qu'on appelle les normes. Les normes, ce sont les standards qui sont, comment dirais-je, qui arrivent en bout de course et qui s'imposent à tous. Les standards de productivité, les standards de compétitivité, les standards de libre-échange, ou du protectionnisme, etc. Bon, vous ne pouvez pas passer, comme ça, d'un débat sur les représentations directement à un débat sur les normes en tant que telles. Parce que précisément, les normes, elles sont déjà stabilisées. Et il arrive un moment où les normes sont stabilisées. À quel moment les normes sont stabilisées? Eh bien, les normes sont stabilisées lorsqu'elles passent par un niveau intermédiaire qui s'appelle celui des principes. Ça veut dire qu'il existe donc trois niveaux distincts, mais indissociables dans les connaissances, qui sont organisées donc en dispositifs permettant l'exercice du pouvoir. Le niveau des doxai, c'est-à-dire des représentations, des opinions, des idéologies, celui ensuite, et qui est le niveau essentiel, c'est le niveau en quelque sorte des principes qui construisent, fabriquent et organisent des langages légitimes, les conventions et les systèmes de formation. Et c'est là qu'il faut agir, parce que c'est là que se produisent les normes. Parce que quand les normes arrivent, aujourd'hui, norme mondiale de rentabilité 15%, ça y est, c'est trop tard. Il faut tout redéconstruire. Si vous voulez tout redéconstruire, il faut remettre en question cette logique qui veut qu'une logique s'impose, une logique de 15%, qui est totalement absurde. Vous ne pouvez pas avoir des taux de croissance par pays à 1, 2% et des taux de rentabilité à 15 ou 20%, vous voyez bien que c'est absurde. Et donc le cœur du dispositif, c'est bien celui des principes qui sont des machines à produire des normes. Il faut donc agir à ce niveau des principes, ça veut dire que la critique sociale, elle doit agir là où se joue la fabrication des normes, des standards, avec des critères formalisés d'évaluation, c'est-à-dire dans des espaces institutionnels qui sont aujourd'hui investis malheureusement par les catégories dominantes. C'est quoi? Ben, c'est les universités, c'est le CDE, c'est le FMI, etc., etc. Donc il faut pousser pour que là, ces institutions non seulement se transforment, mais soient complètement chamboulées, de telle manière à produire d'autres normes que celles qui prévalent aujourd'hui. Parce que si on les laisse inchangées en tant que telles, ça continuera. Hein. Vous pourrez toujours pousser à côté. Hein. C'est au cœur qu'il faut pousser. Le cœur, il est là. Donc ce sont ces institutions en tant que telles, bien évidemment, qu'il faut remettre en question. L'objectif donc, j'en aurais presque fini, c'est de transformer le regard qui a été imposé sur l'économique et le social pour faire évoluer les principes producteurs de normes et donc partant tout l'univers normatif dans lequel l'activité humaine est insérée. Et il y a un célèbre sociologue que certains apprécient et d'autres non, qui a dit effectivement que pour changer le monde, il faut changer les manières de faire voir le monde. Il peut dire parfois des bêtises, je suis d'accord, pas toujours systématiquement. Je pense à Pierre Bourdieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un enjeu qui est indissociablement analytique et politique et qui se décline bien sûr dans toute une série de propositions concrètes qui concernent aussi bien, je l'ai montré, les conceptions de l'individu. On n'est pas des individus isolés, des atomes comme ça, on n'est pas autodéterminés, on est le produit de notre éducation, des rapports sociaux qui nous ont aidés à nous constituer, premièrement. Des rapports de propriété, je l'ai dit, remise en cause des droits issus de la propriété, mais pas n'importe comment, des outils de gestion, de la conception de l'efficacité, du marché, de la finance ou encore des rapports de pouvoir dans l'entreprise et dans le travail. Voilà donc pour l'essentiel du propos, je ne sais pas combien j'ai tenu. J'avais encore même plus de temps. Une petite, oh bah tu as le temps que tu veux, mais là ça fait 1 heure. Ah quand même.